Bonjour à toutes et à tous. En tout cas, merci d'être là. On sait qu'on prend sur votre petit temps de déjeuner. Voilà, donc tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Marie-Christine Aubateau, donc directrice à la recherche. J'enseigne dans le département GB, dont le directeur département est ici présent, génie biologique. Et avec donc Étienne Arnoux, que vous connaissez tous, qui est le directeur de la formation pédagogique, qui n'a pas pu être là, mais qui est représenté par Pierre Morizet, que je pense que vous connaissez, qui est aussi vice-président du CEVU. Voilà. Et ensuite, donc au niveau des présentations, je pense que vous connaissez Hugo, ou sinon tu te présenteras. Vas-y. Oui, je me présenterai. Voilà. Et Karim El-Kirat, qui est enseignant-chercheur ici, donc pour vous parler justement des projets pédagogiques de l'UTC au niveau du biomimétisme. Donc c'est un premier séminaire qui concerne justement l'enseignement et la recherche, puisque c'est quand même quelque chose de nouveau et ce ne sera pas le premier, on va vous le dire. Et donc l'objectif de ce séminaire, c'est de vous présenter la recherche, effectivement, dans un premier temps en relation avec le biomimétisme à l'UTC, pour que vous preniez connaissance de ce qui se fait aussi au niveau des laboratoires de recherche. Et ensuite, donc, le biomimétisme, ses enjeux seront présentés par Hugo, qui représente donc Sibios, et ensuite les projets pédagogiques qui vont se faire justement au sein de l'UTC concernant le biomimétisme. Alors je me permets quand même de faire un petit rappel pour vous présenter la recherche à l'UTC pour ceux qui, vous devez le savoir, et c'est un petit rappel, la fondation de l'UTC, qui est une université expérimentale de technologie par Guy Dénielou. Donc on fait de la recherche technologique au sein de l'université technologie de Compiègne. Un petit rappel, la technologie, c'est le nom que se donne la science quand elle s'intéresse aux applications développées pour l'homme et par l'homme. Évidemment, au niveau de l'UTC, notre objectif, c'est de développer une recherche d'excellence compétitive et créative. Ça se traduit évidemment par nos résultats au niveau des recherches. Alors, je fais quelques introductions, puisque le but, c'est aussi de vous faire connaître ce qui se fait au sein de l'UTC au niveau de la recherche. La spécificité de la recherche technologique à l'UTC, la spécificité de tous les enseignants-chercheurs et des laboratoires, c'est sa pratique pluridisciplinaire et l'interdisciplinarité. Donc je ne sais pas, tous les étudiants qui sont ici, donc vous savez qu'on enseigne la biologie, la biochimie, la mécanique, la physique, les maths, les sciences humaines et les sciences de l'information. Et quand vous voyez l'organigramme, enfin pas l'organigramme, pardon, le camembert, ça correspond à la force, je dirais, de frappe des enseignants-chercheurs au niveau des recherches. Donc ce que vous voyez en orange, c'est ce qui concerne, en rouge brique, ça concerne tout ce qui est sciences pour l'ingénieur, mécanique, physique. En violet, 24%, c'est les sciences de l'information, l'informatique, les mathématiques. En vert, c'est les sciences biologiques. En 18%, en bleu foncé, ça concerne la chimie. Et en 8%, c'est les sciences humaines. Et donc tous les enseignants-chercheurs sont regroupés dans 8 laboratoires au niveau de l'UTC. Vous avez 4 laboratoires qui sont associés au CNRS, d'accord, donc biomécanique et bioingénierie, EUDIASIC, l'informatique, GEC, génie enzymatique cellulaire, Robert Valellec, laboratoire de mécanique et électromécanique qui vont fusionner à partir de l'année prochaine. Et vous avez ce qu'on appelle des équipes d'accueil qui sont reconnues au niveau du ministère. Donc TIMR, transformation intégrée de la matière renouvelable, COSTEC, c'est sciences humaines, LMAC, laboratoire de mécanique appliquée de Compiègne, et Avenue, tout ce qui concerne les systèmes urbains, génie système urbain. Nous avons aussi, pour votre information, ce qu'on appelle des unités mixtes de recherche au niveau international. Donc c'est le LAFMIA au Mexique, le LIMS au Japon. Donc voilà, si jamais vous faites des projets de recherche, vous pouvez toujours faire des petits tours dans ces laboratoires-là. Et nous avons ce qu'on appelle des fédérations de recherche. Tout ça, ça regroupe tous les laboratoires, enfin quelques laboratoires de l'UTC qui sont reconnus au niveau du CNRS. Donc, vous voyez un petit peu donc, la répartition, je dirais, des disciplines qui sont d'une part aussi enseignées forcément en corrélation avec la recherche au niveau de l'UTC. Et aussi pour votre information, on est sur 3 axes stratégiques d'innovation d'excellence. Pourquoi je parle d'excellence? Parce que nous avons été lauréats à nombreux projets d'investissement d'avenir. Donc l'UTC est petit, mais a eu beaucoup de PIA en conséquence, donc grâce, je dirais, à l'excellence des enseignants-chercheurs et de leurs laboratoires. Et donc là, ça vous donne une idée. On a 3 axes stratégiques d'innovation, la bioéconomie, bioraffinerie territorialisée, mobilité, transport, urbanicité, énergie, santé, technologie de la santé. Donc ça vous donne aussi la répartition des différents laboratoires dans ces 3 axes, je dirais, d'innovation et d'excellence. Donc quand on vous enseigne, forcément,
il y a parfois de la corrélation avec forcément ce qu'on fait en recherche, puisque nous sommes des enseignants et chercheurs. Revenons donc au contexte du séminaire, maintenant, après cette introduction. Donc, contexte du séminaire, nous avons eu la visite de CBIOS, je crois, pendant cet été. Voilà. On a fait un tour des laboratoires. D'accord, donc c'était Kalina qui était venue nous voir, toi aussi d'ailleurs. Et ensuite, on a visité donc les différents laboratoires pour qu'elle puisse voir effectivement ce que nous faisions sur le terrain au niveau des activités de recherche. Et en vue effectivement de partenariats de recherche et de formation sur le biomimétisme, d'où l'intérêt de ce séminaire. Alors ensuite, les recherches, tout à l'heure je vous ai présenté un panorama des activités je dirais des disciplines, des activités de recherche des laboratoires. Mais 2 laboratoires essentiellement associés au CNRS vraiment identifient clairement dans leurs activités de recherche dans le domaine du biomimétisme. Alors c'est le laboratoire de biomécanique et bioingénierie, je ne vais pas développer bien entendu ni décrire ces laboratoires-là. Vous pouvez, je pense, aller sur le site de l'UTC en recherche et venir visiter ou contacter les gens, ou vous connaissez déjà ces enseignants-chercheurs qui enseignent pour vous, qui appartiennent à ces laboratoires. Donc le BMBI affiche un thème transversal qui correspond à biomécanique des systèmes biomimétiques et bioinspirés. Et l'autre laboratoire, génie enzymatique cellulaire, affiche le biomimétisme et la diversité biomoléculaire. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste vous donner en gros les grandes lignes de ces activités de recherche. Donc BMBI en quelque sorte travaille sur des systèmes bioartificiels et le système vivant. Donc en toute logique, quand on parle de système biomimétique et bioinspiré, en toute logique, c'est de s'inspirer de la connaissance du vivant, de ce qu'on apprend sur le système vivant en biomécanique, pour développer justement ça, développer des systèmes bioartificiels par une approche biomimétique et bioinspirée. Donc on connaît le vivant, on essaie de comprendre le vivant, et on va s'inspirer de cette connaissance et utiliser cette approche biomimétique et biomimétisme pour développer des systèmes bioartificiels. En ce qui concerne, alors c'est vraiment les grandes lignes que je vous donne, en ce qui concerne le GEC, donc le biomimétisme, diversité biomoléculaire, c'est aussi utiliser des principes de la bioinspiration et du biomimétisme pour développer des molécules et matériaux activités biologiques. Voilà, donc j'ai fini un petit peu mon introduction sur, je dirais, les activités de recherche, le contexte du séminaire et les activités de recherche qui concernent le biomimétisme, je dirais, à l'UTC. Et donc maintenant, je vais donner la parole donc, à Hugo pour vous parler, donc qui va vous parler de CBIOS, et ensuite Karim vous présentera la partie enseignement, et ensuite bon, on va laisser place aux questions par rapport à ce séminaire. Donc bonjour à tous, moi je me présente, je m'appelle Hugo Bachelier, je travaille pour le Centre européen de biomimétisme qui est normalement basé à Senlis, mais pour refaire rapidement la genèse, c'est un site une vieille caserne qui a été abandonnée et qui a voulu être relancée pour faire un lieu d'expérimentation autour du biomimétisme. Donc la mairie a créé une association autour de ça. Et donc l'association est indépendante du site, et moi je travaille pour l'association. Et nous, l'association, on fait surtout du réseau, et on n'est pas lié intrinsèquement avec Senlis, mais on est plus, on a une portée nationale et on travaille tous en télétravail. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter un petit peu pourquoi le biomimétisme, c'est un enjeu fort au niveau de la recherche et de l'enseignement, et même de la transition environnementale. Et je vais donc rapidement peut-être vous présenter juste le concept pour ceux qui ne sont pas totalement familiers avec. Je ne vais pas tout vous présenter, c'est énorme. Je vais juste vous donner un petit exemple qui est parlant, je trouve, et qui présente bien le génie de la nature et comment on pourrait essayer de s'en inspirer. Il y a une publication récente qui vient de sortir sur le goéland, l'albatros, pardon, qui a 2 couleurs sur ses ailes, noir et blanche, qui ne sont pas vraiment des couleurs, mais bon. Donc on se demandait, on ne savait pas quelle était l'utilité, et on a découvert que le noir peut évidemment capter fortement le soleil, et le blanc rejeter les rayons. Et donc il y avait un gradient de température de près de 15 degrés qui s'opérait sur l'aile, et ça lui donnait de la portance naturelle. Donc là voilà, nous on n'en est pas là pour faire nos avions. Est-ce que vous avez déjà vu un avion bicolore? C'est pourtant simple, et ça donne de la valeur ajoutée. Donc pour présenter ça, on a fait un petit document Mycelium, donc qui est une association étudiante qui a été créée à l'UTC, qui a pour objectif de mobiliser toute la pensée autour de ça, de mobiliser les étudiants et d'essayer de diffuser de la formation. Et on a créé un document de synthèse
en présentant un projet qui correspond à chaque filière de l'UTC. Donc un projet pas qui est fait dans les laboratoires de recherche, mais qui correspond un peu à la thématique présentée par chaque filière. Et donc vous pouvez le consulter sur le net, il est disponible sur notre page Facebook, des choses comme ça. Et là, ça vous présentera donc pour chacune de vos spécialités un projet qui correspond à peu près et qui pourra peut-être vous inspirer. Je vous conseille notamment aussi de lire ces bouquins-là pour vous présenter le concept. Donc la Bible de Janine Benuis, qui a été écrite il y a près de 20 ans maintenant, et qui présente le concept de biomimétisme, donc qui est en blanc. Le vivant comme modèle, donc là c'est un écrivain français qui est lui un biométicien et qui porte pas mal les valeurs qu'on essaie de défendre au CIBIOS. Et dans les deux livres sur les extrémités, vous allez pouvoir voir beaucoup d'exemples. Voilà, donc rapidement. Donc finalement, le biomimétisme, c'est une méthode d'innovation. C'est un nouveau paradigme de pensée et qui change beaucoup de choses au niveau de la façon de procéder, au niveau de la façon de voir. C'est un nouveau de voir le développement. On va se tourner vers la nature comme modèle. Et c'est assez nouveau au niveau de la technologie. Et disons que ça a déjà été fait depuis longtemps, mais en tout cas, ça a été formalisé dernièrement. Et c'est peut-être, comme certains le disent, le catalyseur de la RF3, ou un des catalyseurs de la troisième révolution industrielle, donc vers la transition environnementale. Donc les enjeux. Rapidement, pour vous présenter le biomimétisme, depuis quelques années, depuis à peu près 20 ans, c'est ça, le terme apparaît de plus en plus dans les recherches et dans les dépôts de brevets. Et vous pouvez voir le chiffre grandissant des dépôts de brevets au niveau du biomimétisme. Et nous, on va se situer, donc évidemment c'est les États-Unis, la Chine qui sont bien en avance, le Japon aussi pour pas mal de publications, l'Allemagne qui s'est beaucoup structurée là-dessus, mais ça vous montre quand même qu'en Europe, près de 37% des publications sont européennes. Et donc on a clairement un jeu à jouer là-dedans. Donc la France on est positionné, mais on n'est pas encore très structuré. On a opéré un recensement, donc on n'est pas les seuls, le Centre européen au niveau européen, à essayer de structurer la recherche et la formation et le développement. Et vous pouvez voir qu'on a pas mal d'équivalents dans plusieurs pays d'Europe, et notamment en Allemagne, donc qui sont clairement positionnés là-dessus. Et ça, nous, on essaie de rattraper un peu notre retard, ça fait près de 20 ans. Donc là, ça c'est un graphique qui représente ce qui se fait en Allemagne, ce qui a été fait en Allemagne. C'est un graphique un peu complexe qui réunit beaucoup de données. Donc là, vous avez les courbes. Donc, c'est l'axe du temps, l'échelle du temps en bas. Ensuite, vous avez des courbes des différents brevets qui ont été déposés, la littérature. Mais l'information vraiment importante, c'est ces petits cubes. Enfin, c'est celle qui est importante à avoir actuellement. C'est les petits cubes représentent près de 100 000 € de subventions. Donc, ils ont déjà mis plus de 120 millions d'euros de subventions, de financement en 15 ans. Et nous, clairement, il faut qu'on rattrape le retard parce qu'ils ont près de 17 formations diplômantes. Et nous, en France, on en a pour le moment 0. Voilà. Donc évidemment, là, il y a plein de centres de recherche qui se développent. Il y a des centres de recherche spécialisés dans l'architecture biomimétique, dans les matériaux biomimétiques, dans l'inspiration du vivant, et qui ont des portées internationales au niveau de leurs publications. Et voilà, comme je vous disais, un recensement au niveau des formations au niveau de l'Europe, plus de 25 formations diplômantes à travers l'Europe, près de 17 en Allemagne. Nous, pour le moment, en France, on en a 0. Il y en a une qui vient d'ouvrir tout juste en septembre à Brest, sur un format un peu particulier, et qui propose une belle transversale biomimétisme pour l'accompagnement de projets innovants. Bon. Évidemment, ce genre d'engouement international a fait réveiller aussi un peu les politiques. Il y a eu pas mal d'écrits au niveau de l'État, et notamment des écrits du Conseil général de l'environnement, des choses comme ça. Et je vous conseille notamment de lire ces deux livres-là, qui sont les plus pertinents pour essayer de vous présenter ça présente un peu tous les enjeux autour du biomimétisme, tout ce qui se fait, et comment ça va pouvoir s'impliquer dans la recherche et la formation en France, et pourquoi il faut qu'on arrive à passer le pas. Donc pour ceux qui sont intéressés par cette littérature, je pourrais vous repasser les conclusions de ces rapports. C'est que le biomimétisme, en France, on a une absence de pluridisciplinarité,
on est un peu trop, il y a trop de silos dans nos laboratoires de recherche et c'est un des plus grands freins pour l'application du biomimétisme. Après, évidemment, c'est quelque chose qu'on essaie de dépasser, mais c'était une des conclusions. Notamment au niveau aussi de la méthodologie, vous pouvez voir, c'est un gros problématique au niveau du biomimétisme qui est une méthodologie un peu. Donc, arriver à faire le transfert de la biologie vers l'ingénierie et inversement, d'avoir un problème d'ingénierie, d'aller chercher dans le vivant quel est le meilleur design qui peut nous inspirer. Et il faut arriver à avoir des méthodes, et cette méthode n'a pas toutes été développées, et c'est là un gros travail qui est en train de se faire. Et l'absence de formation, c'est un des points aussi qui a été beaucoup relevé. Il y a un réseau de compétences éparpillées à travers la France. Donc comme je vous ai dit, on avait beaucoup de publications, vous avez pu le voir en France, et pourtant on n'avait pas encore identifié le biomimétisme comme porteur d'innovation en France. Et donc ce réseau éparpillé n'a pas été beaucoup structuré. Voilà, plus de 175 laboratoires ont été recensés comme faisant du biomimétisme, et pourtant ils ne travaillaient pas en collaboration. Et ils avaient beaucoup à s'apporter. Au niveau des méthodologies, il n'y avait rien qui se développait, des choses comme ça. Déjà plus de 80 entreprises ont rejoint le CIBIOS, le Centre européen, pour leur intérêt, pour le sujet du biomimétisme. Donc il y a vraiment un intérêt en plus au niveau de l'applicatif industriel. Donc nous, au CIBIOS, qu'est-ce qu'on propose? Surtout faire du réseau, essayer de mettre tous ces gens en contact, de développer des outils de méthodologie. Donc on a 2 thèses qui vont se lancer. Essayer de donner un souffle au niveau de la formation, de recenser de la ressource, et puis travailler avec Senlis sur un lieu démonstrateur pour prouver qu'on peut faire un passage à l'applicatif. Voilà à peu près. Donc on fait une coordination interrégionale. Donc il y a des régions qui sont en train de se positionner fortement dessus, notamment à Nouvelle-Aquitaine. En Hauts-de-France, ça prend le temps, mais c'est pour ça que l'UTC a une carte à jouer, parce qu'il y a un vrai potentiel fort ici. On a fait des travaux de normalisation aussi, pour essayer de normaliser un peu. On a accompagné des normes AFNOR pour structurer un peu au niveau de la sémantique des termes, qui pouvaient faire débat au niveau de la communauté scientifique. Voilà à peu près l'industrie qui est autour tout l'écosystème du CIBIOS. Donc on a les membres fondateurs, beaucoup de pôles de compétitivité, énormément de grosses industries qui font de L'Oréal, Decathlon, Corning. Donc il y a un vrai potentiel, un vrai intérêt. Et là, si on arrive à former des ingénieurs qui peuvent répondre à une demande du marché, là je pense qu'il y a une demande du marché. Ça, c'est le conseil scientifique du Centre européen de biomimétisme. Donc on a essayé aussi de structurer une équipe de chercheurs, il y en a quelques-uns qui sont au Collège de France, tous responsables de CNRS, le directeur du MNHN, pour essayer de structurer et promouvoir le biomimétisme au niveau de la recherche, d'une grande stratégie nationale au niveau de la recherche du biomimétisme. Donc c'est quelque chose, on a eu la première réunion là, la semaine dernière, et tous très proactifs, hyper engagés, et là, les choses vont bouger assez vite. Avec nos partenaires, on travaille sur 5 thématiques actuellement d'études, sur les matériaux bioinspirés notamment, où on réunit donc tous les 3 mois à peu près les chercheurs et l'industrie pour essayer de voir un peu tout ce qui se fait actuellement. On a fait un état de l'art des matériaux bioinspirés. On a recensé toute la recherche qui avait pu être faite sur le sujet, et ça permet à certains d'avoir une bonne créativité innovante, une bonne source de ressources innovantes. Ensuite, sur l'habitat bioinspiré, qu'est-ce qu'un habitat bioinspiré? Comment on définit un habitat bioinspiré? Quels vont être les habitats de demain? On a un travail sur l'agriculture et la formation. Donc on a plusieurs universités qui nous ont rejoints pour essayer de structurer la formation. Et finalement, un dernier groupe on espère ouvrir en 2018 sur l'information, les capteurs, les senseurs, la compréhension du vivant, parce que le vivant, lui, véhicule plus de 90% d'informations. Enfin, ce qui véhicule le plus, c'est il va communiquer pour optimiser ses déplacements de matière. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus. Au niveau de la formation, on a plus d'une vingtaine d'universités qui sont autour de nous, qu'on accompagne pour lancer des formations, pour lancer des cours, structurer des transversales au niveau du biomimétisme.
Donc l'IX déjà a lancé un cours cette année, ça marche très bien. On a l'UBO, comme je vous dis, qui a ouvert l'Université de Bretagne-Orient Occident, qui a lancé une première diplôme universitaire sur le sujet. Subbiotech a lancé un beau cours à projet qui est particulièrement pertinent avec un Fab Lab tourné vers la biotech. Ça marche très bien apparemment. L'ENSAIT est un enseignant-chercheur qui travaille beaucoup sur les matériaux inspirés. Donc il y a déjà des initiatives qui se lancent petit à petit, mais à nous d'essayer de structurer tout ça. Et l'UTC a clairement un coup à jouer parce qu'on a une belle pluridisciplinarité dans nos laboratoires de recherche. Et là, on pourrait arriver à faire de très beaux projets. Et en plus, on est particulièrement structuré sur un format de cours à projet. Et là, ça a une valeur ajoutée. Donc nous, ce qu'on propose au CIBIOS pour accompagner la mise en place à l'UTC de formation, c'est un réseau de compétences. On a un écosystème très varié, on peut apporter des conférenciers, on peut avoir des professionnels de la démarche qui connaissent les différents domaines. On fait un recensement de méthodologies pédagogiques et on a donc 3 thèses parce qu'en fait, comme je vous expliquais, la grande problématique c'est d'arriver à passer de la bio à la techno et inversement. Donc on a dans notre écosystème Pierre-Emmanuel Fayumi qui a fait une thèse qui a recensé les plus de 35 méthodologies pour faire du biomimétisme et qui a essayé de les condenser sous une même méthodologie. C'est assez apparent à ce qui avait pu apparaître dans les travaux de Janine Bénus il y a 20 ans, mais c'est plus structuré avec plus de détails. Et ça, c'est des choses qu'on maîtrise et qu'on peut accompagner enseignants et étudiants à appliquer. Et juste là, depuis septembre, on a une de mes collègues qui se lance dans une thèse sur la transfert de la science du vivant, parce que Pierre-Emmanuel Fayumi, juste avant, avait travaillé du transfert de l'ingénierie vers questionner, donc on a un problème technique, ça nous concerne déjà un peu plus, on a un problème technique, on va questionner le vivant, et puis on va revenir vers une solution technique. Et là, Anne-Line, elle, va travailler sur le transfert d'une découverte dans le vivant intéressante pour le transfert au design, pour le transférer dans une solution technique intéressante. On est en train de recenser des ressources pertinentes pour toutes les formations qui existent déjà en fait. Donc que ce soit les matériaux, l'architecture, la philosophie, au niveau de la structuration de projet, la gestion de projet. Avec tous nos partenaires industriels, on propose aussi une plateforme projet. On a fait un appel à projet à tous nos partenaires pour leur demander des listes de projets intéressants à proposer aux étudiants. Et on a récupéré près d'une trentaine déjà, là on va s'arrêter là, on va essayer de les diffuser déjà pour structurer. Donc une trentaine de projets, voilà quelques exemples de projets. Engie, ICOS qui propose solutions de purification de l'air pollué, Smart Grid bio-inspiré, ou alors il y a des étudiants qui travaillent actuellement dans la salle là, qui travaillent avec ICOS sur l'Hyperloop. Donc c'est parce qu'ils sont dans leur écosystème à eux, ils ont déjà des personnes qui peuvent accompagner dans cette démarche-là et nous on peut les aider. Et finalement, des concours étudiants pour valoriser les travaux d'étudiants. Il y a 3 grands concours internationaux qui sont en place. Donc le Biomimicry Global Design Challenge qui est un concours américain, mais qui est ouvert à tout le monde. Le Biominovate Challenge, donc, qui a comme première session l'année dernière, donc, qui est français, qui est soutenu par le CIBIOS et New Corp, qui organise la Biomim Expo chaque année. Je vous invite à faire, c'est juste à côté, c'est à Senlis régulièrement chaque année en juin. Et puis International Bionic Award, donc là déjà c'est pour des technologies un peu plus tournées tech, et ça c'est allemand. Finalement, à l'UTC, les enjeux du biomimétisme, c'est une méthode d'innovation qui mériterait clairement d'être intégrée dans tous les cours à projet de l'UTC, comme une méthode d'innovation telle que d'autres. Donc là, ça c'est de l'accompagnement qui peut être fait dans tous les cours à projet. Monter des ateliers projets interdisciplinaires, ça c'est, je pense, une des valeurs à ajouter hyper intéressante que peut avoir l'UTC, c'est qu'on a des ateliers projets, mais qui sont actuellement uniquement, pour la majorité, réservés à une branche. Et là, ce qui pourrait être pertinent, c'est d'arriver à mixer les GB, les GI, les MECA, les autres, les GSU. Et
Donc ça, clairement, ça pourrait être hyper pertinent, donc à voir si ça se fait. Vous pouvez essayer de soutenir ça au niveau de vos enseignants. Accompagner le développement du Green Lab. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler du Green Lab. Le Green Lab, donc, c'est un projet qui est en train de se faire en ce moment au Fab Lab. L'idée, c'est que le Fab Lab avait 2 pôles, électrique, méca. Et là, on essaie de lancer un nouveau pôle tourné vers la biotech. Et il y a plein de projets qui se lancent, vraiment excitants. Et on recherche des étudiants qui sont motivés pour se lancer dedans. Et il y a déjà près de 50, 60 étudiants qui se sont lancés dans des projets. Et il y a plein d'autres sujets, si vous voulez. Et au niveau des enseignants, vous pouvez tout à fait aussi accompagner ce genre de projet, les soutenir et les encadrer. Et 2 derniers points, la recherche. Donc ça, je vais laisser la main à M. Kirat, mais il y a 2 choses que j'aimerais soulever. C'est à Sorbonne Université, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet-là, ils viennent d'ouvrir l'Institut de la transition environnementale. C'est un institut qui vise à avoir une grande vision globale sur la transition environnementale et d'essayer d'accompagner toute la structuration de la recherche et de la formation au sein de Sorbonne Université sur ces sujets-là. Et un de leurs 3 grands piliers qu'ils ont présenté il y a 3 semaines maintenant, c'est de s'inspirer du vivant et de la nature. Donc il y a un enjeu hyper intéressant pour les enseignants, les étudiants et les chercheurs de l'UTC pour rejoindre ce genre d'initiative qui va se faire au niveau de la Sorbonne. Et un dernier point, le MNHN, qui fait aussi partie de la Sorbonne, c'est un des plus... c'est un potentiel énorme, parce que je ne sais pas si vous savez, mais la France a le plus grand domaine, le plus grand espace maritime au monde. Et la majeure partie des ingénieurs qui font de la bio-inspiration, qui vont s'inspirer et étudier le vivant dans les milieux maritimes, vont sur les terres françaises. Et donc on a une diversité énorme dans notre territoire. On a près de 10% de la diversité mondiale. Et le muséum, qui fait partie de Sorbonne Université, avec qui on a des bons liens et des super partenariats, la 3e ou 2e plus grande collection mondiale des spécimens. Et il y a un vrai potentiel de recherche là-dessus et de travail là-dessus. Et ils sont hyper ouverts à ouvrir leurs portes pour les étudiants et les enseignants. Voilà, merci de votre attention. Je vais maintenant passer la main à Monsieur El Kirat. Alors, j'espère pas pouvoir le lancer, je vais le lancer. Donc, ça, c'est pour démystifier. Hein, on va aller au simple, au plus simple et au concret. Donc, cette UV-là, elle va ouvrir. Hein. Elle est encore en cours d'élaboration, mais elle va ouvrir. Vous le verrez à la fin. Donc, c'est prévu pour printemps 2018. Et en fait, l'idée ici, c'est dans cette UV, de prendre en considération tous les secteurs technologiques auxquels s'adresse la formation de l'UTC. Donc que ce soit en mécanique, je ne vais pas faire la liste et commettre la même maladresse que précédemment, mais dans tous les secteurs technologiques de l'UTC, on peut appliquer le biomimétisme. Et en fait, l'idée, c'est pour vous de venir d'une formation initiale dans chacun des domaines technologiques et de vous inspirer du vivant, finalement, pour proposer des innovations. Donc le but de cette UV, c'est l'innovation technologique inspirée par la nature. Et donc elle aura vocation à être transdisciplinaire, c'est-à-dire à traverser tous les départements de l'UTC, et également à être transniveau, c'est-à-dire s'adresser à la fois aux étudiants de tronc commun et aller jusqu'aux étudiants qui sont en GX5. Donc avant d'en arriver à vous montrer finalement ce que moi je vois dans cette UV, ce qui me semble être tout à fait opportun pour l'UTC et qui serait parfaitement original par rapport aux autres offres de formation qu'il peut y avoir au niveau français. Donc avant d'en arriver là, je vais d'abord vous parler un peu plus dans le détail du biomimétisme, dans le concret. Donc le biomimétisme, d'abord, vous l'avez compris maintenant, c'est de plus en plus populaire dans la recherche et dans l'industrie. Et finalement, ça part d'un constat simple, c'est que la nature, en particulier le vivant, c'est 3,8 milliards d'années d'évolution, ce qu'on pourrait qualifier de recherche et développement, d'optimisation continue, donc pour arriver aux systèmes les plus raffinés, les plus adaptés à une tâche en question. Donc finalement, dans notre approche moderne du biomimétisme, il s'agirait donc d'imiter la nature dans les systèmes fabriqués par l'homme pour prendre les meilleures solutions finalement trouvées autour de nous. Et on peut aller plus loin, c'est la définition de Janine Benyus qui a introduit également à cette notion très technologique qui me semble tout à fait appropriée à l'UTC. Elle a rajouté en plus la notion de développement durable et donc ça va par extension bien au-delà de simplement les secteurs technologiques qui nous intéressent ici. Alors,
Dans le biomimétisme, quand on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on va faire du biomimétisme dans une école d'ingénieur, on peut se demander à quoi ça va servir. Ce n'est pas uniquement donc, pour combler un intérêt, une curiosité particulière, c'est parce qu'actuellement, le biomimétisme fait partie de la 6e vague d'innovation. Donc c'est ce qu'on appelle les cycles de Kondratiev. On est en train de vivre le 6e cycle actuellement. Le biomimétisme est un des éléments. Donc évidemment, combiné avec le reste des savoirs technologiques, ça peut avoir un impact fort, être un levier d'innovation important. Alors, on va aller dans le concret tout de suite. Quand on veut faire du biomimétisme, on peut le faire à différents degrés. Vous avez déjà entendu parler de biomimétisme, bien sûr, mais sans doute aussi de bioimitation, de bioinspiration. Ces mots-là désignent des choses qui sont différentes. Aujourd'hui, je vais juste simplifier en disant qu'il y a différents degrés. Le premier degré, ça va être s'inspirer simplement de la forme. Comme par exemple avec cette table et ces chaises, qui vont s'ouvrir comme une fleur, donc comme ici. Et donc vous voyez ici la table et les chaises en système ouvert. Ça n'a aucun intérêt, on a tous des tables et des chaises à la maison, on est capable de s'asseoir dessus, il n'y a pas besoin que ça s'ouvre en fleurs. Donc l'intérêt fonctionnel n'existe pas. Quand on imite la fleur ici, l'intérêt fonctionnel n'existe pas. La seule chose qui sont importantes ici, c'est la forme, c'est le côté esthétique. Pareil ici pour cette éolienne, qui peut être installée en milieu urbain, donc elle imite la structure d'un arbre, pour rendre l'éolienne acceptable en milieu urbain. Donc à nouveau, il n'y a pas d'innovation technologique sur le système éolienne, d'accord, sur cette technologie-là. Tout ce qui change ici, c'est qu'on a adapté le design pour rendre le système acceptable en ville. Alors, quand on cherche à imiter le vivant, on peut aussi le faire au deuxième degré, c'est-à-dire combiner à la fois la forme et la fonction, ou alors la forme, la propriété, la forme, le procédé. Et donc, c'est ce que vous connaissez avec l'aile volante, par exemple, le wingsuit, qui s'inspire directement donc, de cet écureuil qui a des extensions de peau entre les pattes avant et arrière, donc qui lui permet de ralentir sa chute quand il passe d'un arbre à l'autre. Et vous connaissez tous aussi le velcro, le scratch, communément appelé le scratch, et donc qui est inspiré, qui a été inspiré par Georges de Maestral, donc, et son observation des graines de bardane, qui, quand il se baladait dans les Alpes avec son chien, était capable, donc ces graines, de s'accrocher à la fourrure de son chien et également s'accrocher à ses vêtements. Donc il a observé les graines de bardane, il a vu les petits crochets ici, qu'il a imités ici en structure en plastique, de l'autre côté des fibres en plastique, pour avoir finalement un adhésif réversible quasiment à l'infini. Alors, on peut toujours faire du deuxième degré, donc relier la forme, la fonction, propriété au procédé. Mais cette fois-ci, ce que je voulais vous présenter, c'est la thématique, par exemple, du manque d'eau. Donc, on peut transposer à toute une série de thématiques. Mais pour le manque d'eau, par exemple, donc on va s'inspirer d'animaux qui vivent dans le désert et qui ont développé des stratégies pour pallier à ce manque, à ce problème d'approvisionnement en eau. Donc, vous avez ici, par exemple, ce scarabée qui présente des protubérances sur sa carapace. Alors pour les initiés, les protubérances sont hydrophiles, donc elles vont capter l'humidité de l'air quand le scarabée va sortir la nuit. Les gouttelettes d'eau accumulées sur les protubérances vont devenir de plus en plus grandes, et quand elles sont suffisamment grandes, elles vont commencer à rouler sur la carapace, qui elle est hydrophobe au niveau des parties lisses, et donc quand le scarabée va être penché en avant, donc il va récupérer les gouttelettes d'eau qui ruissellent le long de sa carapace. Donc ça a inspiré cette gourde ici pour le trek, donc capable de s'auto-remplir la nuit, en la laissant simplement à l'extérieur. Ou encore ce projet architectural donc de théâtre à Las Palmas. Une autre source d'inspiration, c'est ce gecko ici, qui est très fragile, qui ne sort que la nuit en zone désertique, et qui n'a pas de source d'eau, à part l'humidité captée par ses globes oculaires. Donc quand il va sortir la nuit pour chasser, l'humidité de l'air va être absorbée à la surface de ses yeux, qui va simplement les récupérer là, en les léchant. Et ça inspire donc ces filets tendus sur tout le pourtour méditerranéen, donc en zone aride par endroits, donc qui permettent de capter l'humidité de l'air la nuit, donc dans la brume. Quand on cherche à imiter le vivant ensuite au troisième degré, on oublie complètement la forme et on reste fixé à la stratégie, à la fonction, à la propriété ou au procédé. C'est par exemple ce qu'on fait déjà avec l'avion, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris que le vol de l'oiseau, ce n'est pas simplement le fait de battre des ailes, c'est lié au phénomène de portance, c'est-à-dire qu'il y a un dimensionnement d'aile à prévoir. Il y a également un angle d'attaque par rapport à l'air pour faire que l'air va s'engouffrer finalement sous l'aile pour compenser le poids de l'appareil. Quand on a compris la portance, on peut faire réellement des aéronefs. Et un autre exemple intéressant, c'est cet exemple ici de camouflage, avec donc une pieuvre ici et une seiche, qui sont capables donc de se fondre dans leur environnement simplement en changeant de couleur. Et ça a inspiré ce véhicule militaire, ce tank, qui présente plein de petites plaques thermiques ici sur une des faces, et chacune des plaques thermiques peut être asservie indépendamment.
Ce qui fait que ici, en image nocturne, vous voyez ici le côté, la face avec les plaques thermiques du tank, et ici, les plaques thermiques qui sont asservies individuellement pour renvoyer l'image d'un véhicule civil. Donc vous avez l'ennemi qui est leurré en vision nocturne, simplement grâce à ce système. Donc ici, on n'imite pas, bien sûr, le côté visuel, je veux dire dans l'optique visible. Là, on est dans la vision infrarouge, dans la vision nocturne, mais on imite la stratégie. Quatrième degré, on va chercher à imiter le vivant, cette fois-ci, du point de vue de l'organisation et des relations, en général entre les systèmes, et c'est quelque chose qui est très utilisé en robotique, par exemple, pour avoir une collaboration entre des robots qui doivent réaliser une tâche. Si un des robots tombe en panne, que vont faire les autres? Est-ce qu'on continue en gardant toujours la même tâche assignée pour chacun des robots, ou est-ce qu'on réorganise la collaboration? Donc ceci est inspiré des insectes sociaux en général, donc plutôt les fourmis ou les termites, donc qui inspirent la façon dont les robots qui fonctionnent en équipe doivent fonctionner, doivent collaborer. Alors, quand on fait du biomimétisme, finalement, on peut le faire soit de façon intuitive, et c'est en gros ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a un regain d'intérêt pour le biomimétisme. La plupart des gens qui l'ont fait, qui sont adonnés au biomimétisme, ils l'ont fait quasiment par hasard et de façon très intuitive. En réalité, on peut rendre les choses beaucoup plus méthodiques et suivre une méthode. Donc la méthode qui semble aller le mieux pour l'innovation en technologie, c'est quand même le secteur qui nous concerne à l'UTC, c'est la spirale de l'innovation biomimétique avec les différents points que vous voyez ici. Donc je ne vais pas les détailler, mais en gros, c'est le savoir-faire important du cours qui va être proposé à l'UTC. Et je vais l'illustrer tout de suite avec un des exemples les plus célèbres du biomimétisme, d'un point de vue, dans la technologie. C'est le bullet train japonais, donc de Shinkansen. Donc il y avait ce design-là au départ, et ça posait des problèmes. Comme c'est un train à haute vitesse, quand il rentrait dans des tunnels, il comprimait l'air à l'intérieur du tunnel, et à la sortie du tunnel, l'air était libéré brutalement, donc il y avait une forte déflagration, donc qui pouvait gêner tout le voisinage, tous les environs autour du tunnel. Et également, un autre problème lié à la haute vitesse, c'est au niveau du toit du train, le pantographe, donc qui relie le train aux lignes électriques, qui, comme le train allait vite, avait tendance à beaucoup vibrer, à faire beaucoup de bruit. Donc pour résoudre ces deux problèmes, les ingénieurs qui ont travaillé sur ce train ont observé le vivant et ont innové grâce au biomimétisme. Donc je vais reprendre chacun des points de la spirale de l'innovation biomimétique et on va voir comment ça a été exploité ici. Donc le problème 1, c'est la forte déflagration due au profil du train, à l'entrée et à la sortie des tunnels. Et le problème 2, c'est la vibration et le fort bruit du pantographe. Donc le premier point, c'est identifier et définir clairement les besoins ou le challenge d'un point de vue fonctionnel. Donc le problème 1 ici, la solution 1, donc formalisée grâce à ce point d'identification, c'est de supprimer, minimiser les perturbations lors d'un changement de milieu. Donc quand on passe d'un milieu ouvert à un milieu confiné, comme à l'intérieur du tunnel ici. Et pour le pantographe, l'idée c'est d'atténuer la turbulence donc au niveau du pantographe, autrement dit favoriser l'écoulement de l'air au niveau de ce pantographe. Le deuxième point, donc, ça va être d'interpréter ceci en termes de challenge biologique. Et donc la solution 1, ça va être d'identifier des espèces capables de passer rapidement d'un environnement à un autre avec un minimum de perturbation. Donc là on commence déjà à dessiner des possibilités dans le monde vivant. Qu'est-ce qui est capable de passer d'un environnement à un autre avec peu de perturbations? Quel pourrait être l'intérêt de passer d'un environnement à un autre avec peu de perturbations? La solution 2 pour le pantographe, c'est des espèces capables de se déplacer dans un fluide avec un minimum de frottement. Donc pareil, on arrive à dessiner ici des solutions, à imaginer des solutions dans le vivant qui nous entoure, capables de répondre à ces questions-là. Et donc voici quelques-unes des propositions. Donc ça, c'est le point découvrir dans la spirale de l'innovation. C'est en général le point où les gens se disent « Ah ben attends, moi je ne suis pas biologiste, j'y connais rien, comment je vais pouvoir proposer quelque chose ?» Sauf qu'on vit tous dans notre environnement, dans le même environnement, on a tous fait une balade en forêt, on observe des documentaires à la télé, donc on est tous plus ou moins au courant des stratégies animales et végétales. Et quand on n'est pas au courant, il y a des bases de données qui donnent l'information justement, donc on peut questionner très facilement. C'est aussi un des objets du cours. Alors passons, découvrir donc. Ça va être pour la solution 1, donc passer d'un milieu à un autre avec un minimum de perturbation. Ça va être de passer de l'air à l'eau ou de l'eau à l'air par exemple. Donc ici j'ai choisi l'air à l'eau. Et l'idée, comme c'est un prédateur, il doit y avoir un effet de surprise par rapport à sa proie. Donc en général, ici on peut penser immédiatement au martin pêcheur qui est capable de passer depuis la branche de l'arbre jusqu'à l'eau donc pour capturer un poisson. Et la solution 2, c'est toujours ce prédateur
qui va introduire peu de perturbations, donc toujours le martin-pêcheur, ou alors on peut imaginer un autre prédateur, donc capable de passer dans un fluide, donc dans l'air ou dans l'eau, avec un minimum de perturbations pour ne pas être détecté. Donc là, il ne change pas d'environnement. C'est par exemple la chouette qui va arriver sur sa proie par surprise à nouveau, mais elle ne change pas de milieu. Donc ça, c'est pour le pantographe si on pense aux prédateurs, mais il y a un autre type d'espèce animale qui est capable de se déplacer avec un minimum de perturbations. C'est des espèces animales qui ont optimisé leur énergie. Par exemple, les grands migrateurs. Donc, par exemple, la baleine à bosse, qui, pour pouvoir nager sur des très longues distances, est obligée de tenir compte du frottement, bien sûr, dans l'eau, et donc qui a développé des stratégies spécifiques. Donc là, j'ai gardé simplement le martin-pêcheur et la chouette. C'est pas moi, c'est les concepteurs du train qui ont gardé le martin-pêcheur et la chouette. Et donc, quand on en est à l'étape d'abstraction dans la spirale de l'innovation, on regarde le martin-pêcheur et on ne conserve que ce qui est important dans la compréhension de sa stratégie. Pareil pour la chouette. Donc c'est l'étape d'après où on analyse plus finement les choses et quand on regarde comment le martin-pêcheur passe de l'air à l'eau, on se rend compte que finalement ce qui est important c'est le profil de son bec, qui est très conique. Alors ça paraît évident comme ça, et donc quand le bec va rentrer dans l'eau, les perturbations vont être renvoyées, si le bec est conique, ça va être renvoyé latéralement, donc pas devant, et ça va éviter donc de prévenir le poisson, contrairement à un bec standard qui enverra des perturbations dans toutes les directions de l'espace, et donc qui est parfaitement inadéquat donc pour un martin-pêcheur. Si on fait la même chose pour la chouette, il faut analyser la structure de son aile, et on se rend compte qu'au niveau de la phase d'attaque ici de l'aile de la chouette, on a une structure en peigne, et à la phase de sortie ici, on a une structure en peigne aussi. Ces structures en peigne vont accompagner l'écoulement de l'air simplement. Donc c'est ce qui a inspiré les innovations sur le train de Shinkansen, et dans la dernière étape, donc ici, l'émulation, c'est de transformer ces stratégies biologiques en système technologique, en solutions technologiques. Donc la solution 1, pour empêcher la déflagration à la sortie des tunnels, c'était de structurer le nez du train comme le bec et la tête dans le prolongement du bec, donc dans le cas du martin-pêcheur. Et également pour le pantographe, introduire des stries, des espèces de peignes, donc qui vont diriger l'écoulement de l'air au niveau du pantographe et donc limiter le frottement à l'air. Donc pour le nez du train, voici donc la première version du train de Shinkansen. Il y en a d'autres versions. Je crois qu'on a la version 3 ou 4 actuellement. Donc avec ici, vous retrouvez la forme très conique, très profilée. Ici également 2 rainures, une de chaque côté qui correspondent aux rainures qu'on va trouver sur le côté du bec du martin-pêcheur. Donc non seulement ça a réglé en grande partie ce problème de déflagration, mais en plus ça a diminué la consommation du train, puisqu'évidemment s'il y a moins de frottement à l'air, on diminue de l'ordre de 15% la consommation d'énergie. Vous voyez ce qui a été choisi. Donc c'est des stries ici qui sont disposées sur le côté du pantographe. Et on le voit ici, donc j'ai pris exprès une photo de pantographe qui soit sale pour vous montrer que vraiment ça dirige l'écoulement de l'air. Vous voyez ici l'air qui est dirigé par les stries, donc pour favoriser vraiment la pénétration dans l'air. Et ici, une autre inspiration directement donc inspirée donc des chouettes, un autre système biomimétique, c'est des pales de ventilateurs industriels, donc avec ici la sortie, la phase de sortie donc, de chacune des pales, qui est structurée comme un peigne à nouveau pour imiter l'aile de chouette et donc limiter les consommations d'énergie et le bruit. Alors, dans la proposition que je fais, je vais le répéter, ça ne s'adresse pas à des biologistes, c'est même tout le contraire, j'aurais tendance à dire, c'est plutôt les gens des autres domaines, parce qu'en général, les biologistes sont plutôt bien avertis de ce qui peut se faire dans le monde vivant. L'idée, c'est que tous les autres secteurs technologiques regardent autour de nous, dans l'environnement, de quoi on pourrait s'inspirer. Donc finalement, le but, c'est d'apprendre dans cette UV à utiliser l'approche biomimétique pour trouver les solutions innovantes à des problèmes technologiques. Donc ce n'est pas pour inventer totalement quelque chose, c'est quand on a un problème technologique, comme on vient de le voir avec le train, se dire quelle solution je peux trouver à ce problème-là, le formaliser et aller trouver dans la nature les solutions qui peuvent exister. Donc ce sera ouvert à tous les étudiants de l'UTC pour faire des groupes qui soient transdisciplinaires et transniveaux. Une ouverture prévue au printemps 2018, des intervenants donc des différents départements et disciplines, plus des extérieurs, donc ça c'est un point important, les départements, l'implication de tous des enseignants de tous les départements pour traiter de toutes les situations technologiques et donc pour s'adresser à l'ensemble des étudiants de l'UTC. Il y aura des projets de laboratoire UTC, surtout des projets industriels grâce au partenariat avec le CEBIOS,
et éventuellement donc, quelques projets personnels donc, des étudiants. Et pour certains des projets les plus aboutis, ceux qui iront vers la conception éventuellement, on pourra aller jusqu'à adosser tout ça aux plateformes et au Fab Lab. Alors, le détail des enseignements pour cette UV, c'est d'abord le savoir-faire, vous l'avez compris, hein, comment est-ce qu'on fait pour innover avec le biomimétisme, et aussi comment mettre en œuvre finalement cette démarche, et les savoirs complémentaires. On va parler d'innovation, donc si on parle d'innovation, il faut parler de propriété intellectuelle. C'est essentiel. Si on parle des différents secteurs technologiques, il faut qu'on vous montre des applications du biomimétisme dans les différents secteurs technologiques de l'UTC. Donc il y aura des enseignants des différents départements qui seront en mesure de vous montrer des exemples, comme je viens de le faire avec le train ici, pour chacun des domaines technologiques. Il y aura également ici l'acquisition d'outils de veille et de recherche bibliographique, alors pas au sens scientifique nécessairement du terme, mais se renseigner auprès des brevets pour voir si ce qu'on va faire n'existe pas déjà ailleurs. Ça ne sert à rien d'innover si ça existe déjà, hein, c'est plus d'innovation, ça devient de la copie presque. Ask Nature, donc, qui est une base de données qui vous permet, en n'étant pas biologiste, d'aller chercher des stratégies animales ou végétales qui peuvent répondre à votre problème technologique. Et il y aura également en plus des cours, donc des ateliers, donc qui permettront donc le suivi du projet au cours du semestre avec des jalons, des livrables, des présentations. Et en fin de semestre, donc la production d'un rapport et d'une présentation. Le but, à nouveau, c'est d'avoir quelque chose de très concret, hein, précis, par rapport à un problème technologique posé. Voici les solutions biomimétiques que tel ou tel groupe d'étudiants peut proposer. Et à la fin, donc, c'est, vous l'aurez compris, pas d'approche intuitive. On ne veut plus laisser ça au hasard. C'est une part de la 6e vague hein, d'innovation. C'est de mettre une méthodologie, hein, vraiment une formalisation de la méthodologie pour arriver à faire du biomimétisme. Donc il faudra que ce soit des propositions qui soient étayées scientifiquement. Donc si ce sujet vous intéresse, et apparemment il vous intéresse, sachez que ça intervient dans plein de secteurs technologiques. On peut en faire des heures et des heures d'exemples. Donc et ça va être le fond finalement de la proposition de cette UV, c'est vous montrer dans les différents secteurs, dans les différents domaines industriels, où est-ce qu'on utilise du biomimétisme, parce que c'est la formation par l'exemple, c'est-à-dire d'avoir vu ce biomimétisme dans d'autres secteurs technologiques qui peut finalement faire émerger chez vous l'idée d'exploiter telle ou telle stratégie, propriété ou fonction. Voilà. Elle sera transversale, c'est sûr. Ça, il n'y a pas le choix. Mais c'est-à-dire qu'elle sera ouverte des TC au GX, c'est le projet initial, c'est ce qui sera fait à la fin. Ben, moi, je ne l'envisage pas autrement. Ensuite, le genre d'UV qui correspond plus à ce format-là, c'est les UV TSH. Donc, on voit bien l'implication des TSH dans le biomimétisme. Mais à nouveau, ceux qui me connaissent, hein, qui m'ont déjà vu par le passé, connaissent mon amour du concret et du pragmatisme. Et il faut être clair, on est là dans un objectif d'application, on est une université de technologie. Donc on ne va pas aller dans le domaine philosophique du biomimétisme. Qui est des tenants en sciences humaines du biomimétisme, c'est clair, mais ça ne peut pas devenir 100% ça. Ça doit rester dans le concret. Non, il n'y a ni exercice, ni calcul. C'est cool. Hein, pardon ? Non, parce qu'en s'adressant à la fois, en partant du tronc commun et en allant jusqu'au GX5, on ne peut clairement pas intégrer une science avancée là-dedans. Donc l'idée, c'est vraiment de limiter le nombre de cours. Hein. Ici, j'ai fait une liste, mais c'est limiter le nombre de cours. Il n'y aura jamais rien de scientifiquement très pointu là-dedans, mais malgré tout, on s'adresse aux ingénieurs. Donc on peut se dire qu'on peut simplement dépasser la compréhension du kidam lambda qui passe devant l'université. Là, vous êtes à l'intérieur, donc on se dit on s'adresse à des gens qui ont des notions de méca, qui ont des notions de maths, qui ont des notions de physique en général, ou des notions de chimie, que sais-je. Donc ces notions-là. Okay. Alors ça va être une question de bioéthique. Mais en l'occurrence, je ne crois pas qu'il y ait de souci là-dessus, hein, s'inspirer de quelque chose qui existe dans le vivant. À partir du moment où c'est pas breveter le vivant, hein, on n'est pas en train de breveter directement quelque chose qui est vivant, on est en train de breveter une stratégie, un procédé, une structure qui peut être inspirée du vivant, je ne vois pas où est la problématique là. Je pense que votre question elle est très pertinente dans la mesure où, dans le cadre de l'UV, vous aurez justement une initiation, une formation sur ce qu'on appelle ce qui est brevetable, pas brevetable, et comment il faut protéger justement aussi les idées au niveau de
des activités aussi bien d'enseignement-recherche que de l'UTC. Après, non, juste un petit point. Il y a la propriété intellectuelle, c'est sûr que ça va être enseigné. Je pense qu'il y a... Bon, là, je vais peut-être me faire quelques ennemis dans la salle, mais je pense qu'une des valeurs quand même qui est importante de véhiculer aussi, c'est peut-être l'open source. À travers moi, je suis sûr que ça a une valeur hyper importante, surtout que, mine de rien, ça va suivre des principes d'évolution naturelle. Et on va pouvoir en fait faire du biométisme grâce à l'open source. Parce qu'on va arriver à avoir de l'optimisation et de l'évolution de produits avec des développements en parallèle par d'autres communautés. Et ce qui va le mieux fonctionner va survivre. Et donc on va obtenir des solutions de plus en plus performantes grâce à l'open source. Donc évidemment, ce n'est pas la politique de tous les laboratoires de recherche de l'UTC, mais c'est quelque chose que j'espère qu'il sera mis en avant. On pourra en parler, hein. C'est pas du tout une question de politique. Pour l'instant. Et je sais pas, vous devez être plus nombreux que simplement 48 ici, donc j'imaginais 48 étudiants moi au départ, donc pour intégrer l'UV, parce qu'il faut imaginer ce que ça représente en projet. Si on dit qu'on a 4 à 6 étudiants par projet, s'il y en a 48, ça fait vite monter le nombre de projets, hein. Donc si on dit qu'on ouvre à 200, ça va juste devenir ingérable. Donc l'idée, c'est 48 au printemps, et puis suivant le succès, 48 à nouveau à l'automne, etc. Donc ça me semble être un bon format. Oui, juste un dernier mot pour préciser les choses, parce qu'il y a des questions par rapport à la propriété intellectuelle et au contenu des UV. Alors, pour la propriété intellectuelle, pour ceux qui sont à l'UTC depuis un petit moment maintenant, vous savez qu'il y a des UV qui sont dédiés à ça. Donc ici, évidemment, dans le cadre d'une UV, on ne va pas traiter de toutes les notions importantes de la propriété intellectuelle. C'est pour vous sensibiliser clairement. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, il va falloir aller suivre ces UV qui en parlent beaucoup mieux que ce qu'on va pouvoir faire ici. Donc il faut imaginer qu'ici, si au centre, il y a le biomimétisme et l'innovation technologique inspirée du vivant, autour de ça, il y a toute une série de savoirs qui, à mon sens, et au sens de l'équipe pédagogique, sont essentiels et qu'il va falloir aller chercher ailleurs, dans d'autres UV, et pour lesquels vous aurez simplement une sensibilisation ici. Finalement, il faut imaginer que cette UV sera en quelque sorte une vitrine. Quand on se demande, tiens, je veux innover, comment je fais ? Donc, une des solutions, c'est par le biomimétisme, c'est ce qui sera traité ici, et ensuite, il y a différents guichets, différentes UV auxquelles s'adresser. Ça, c'est pour diriger l'écoulement de l'air. Là, quand l'exemple du Shinkansen, souvent, là, on va plutôt chercher un principe fonctionnel et pas comme les chaises, voilà, qui s'ouvrent comme des fleurs, enfin, qui n'ont aucun principe fonctionnel. Là, on va vraiment aller chercher l'optimisation fonctionnelle. Si finalement la solution n'est pas du tout ressemblante à l'organisme vivant, c'est pas vraiment un problème. Tant qu'on a compris le principe fondamental, fonctionnel, eh ben, on peut arriver à imiter. Ouais, clairement, ce que nous, on essaie de faire passer comme message, c'est que quand une espèce disparaît, c'est un livre d'innovation et de technologie qui disparaît avec lui, avec elle. Après, de toute façon, des espèces disparaissent, d'autres apparaissent. Donc, on a perdu énormément en biodiversité dernièrement, hein, ça c'est clair, avec les dernières années, mais c'est urgent d'arriver à conserver pour pouvoir, enfin, au moins faire l'étude. On se rend compte aussi que les services écosystémiques du vivant sont bien plus larges que ce qu'on pensait et qu'on ne va pas pouvoir arriver à pallier juste avec de la technologie. Et donc on est intrinsèquement lié à la biosphère, et ça c'est bien de se le rappeler un peu parfois. Et l'intérêt du biomimétisme justement, c'est que ça éveille cette nouvelle conscience écologique des techniciens, parfois qu'on pourrait un peu s'extraire de ce vivant, alors qu'il faut se rappeler quand même qu'on est une espèce comme une autre et que demain peut-être plus de ressources rares. Les smartphones, on a l'impression qu'on aura ça tout le temps dans la poche, mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Donc voilà, la question c'est, voilà, est-ce que justement cette nouvelle approche de la technique high-tech, parce qu'on fait vraiment de la très haute technologie avec le biomimétisme souvent, on est à la pointe, et tout en étant en accord avec la biodiversité, ça peut peut-être nous rappeler un peu certains principes, tout en étudiant l'organisme vivant, comprendre comment il fonctionne avec son écosystème et comprendre l'environnement dans lequel il interagit, et voilà.
Oui, remarque. Je vais dire une chose, il n'y a pas besoin d'être biologiste pour suivre l'UV, et il n'y a pas besoin d'être écologiste convaincu pour suivre l'UV non plus. Hein. C'est-à-dire que le but, c'est pas de l'écologie non plus, c'est vraiment de la technologie. Tout est clair? Est-ce que vous êtes motivé pour participer à cet UV l'année prochaine? Ok. Si vous voulez, donc, si vous voulez faire en parallèle, vous êtes trop pressé, impatient, donc vous pouvez rejoindre le groupe Facebook de Mycelium, qui est sur Facebook. Là, vous pouvez poser pas mal de questions. Le groupe du Green Lab aussi. Et je peux vous mettre... donc, je vais poster bientôt sur le groupe Facebook l'accès à tous les projets justement de partenaires industriels avec qui vous pouvez vous mettre en contact si vous voulez commencer à travailler avec eux. Après, on peut échanger sur plein d'autres sujets et commencer à faire des projets en interne, associatifs ou au niveau avec les enseignants. On a fait un recensement de la recherche au niveau de l'enseignement qui était assez bien inspiré. Et il y a plein de projets vraiment passionnants et il y a des enseignants qui ont même plein de projets extra et qui n'ont pas le temps de pouvoir développer dans leur cadre de recherche et pourraient être vraiment intéressés par des étudiants qui viennent les rejoindre et leur proposer leur aide et leur soutien. Non, j'ai rien dit. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup pour votre...